Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos Histoire, la chaîne où nous faisons revivre les histoires des grands stratèges de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Nikolaï Vatoutine, l'un des commandants les plus éminents de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Acteur clé de victoires décisives, comme la bataille de Koursk et la libération de Kiev, il a démontré son génie militaire dans les moments les plus critiques du front de l'Est. Avant de plonger dans cette histoire, renforcez nos rangs en laissant un like et en vous abonnant à Stratégos. Votre soutien nous motive à continuer d'analyser les stratégies qui ont façonné le destin des nations. Préparez vos cartes de bataille, car l'histoire de Nikolaï Vatoutine commence maintenant. Première partie. Enfance, formation et premiers pas dans l'armée Tchepougino, un village de la région de Voronej, au sud-ouest de l'Empire russe, ressemblait à tant d'autres à cette époque, modeste, isolé et profondément dépendant de l'agriculture. C'est là qu'est né Nikolaï Vatoutine, quatrième d'une fratrie de 5 enfants, issus d'une famille paysanne. Ses parents, Fyodor et Anna, travaillaient dur, du matin au soir, pour nourrir leur famille nombreuse. La vie à Tchepougino n'était pas facile. L'hiver était implacable et les récoltes incertaines. Mais cette rudesse façonna Nikolaï. Très tôt, il apprit l'importance de la discipline et du labeur. Son environnement rural lui inculqua également un profond attachement à sa terre et à son peuple, une valeur qui l'accompagnerait tout au long de sa vie. Malgré les difficultés, la famille Vatoutine valorisait l'éducation. Nikolaï fréquenta une école primaire locale où il se distingua rapidement par son intelligence et sa curiosité. Les opportunités éducatives étaient limitées, mais son talent ne passa pas inaperçu. Pour un jeune paysan de l'Empire russe, l'éducation représentait une fenêtre ouverte sur un avenir différent. Le monde de Nikolaï bascula avec la révolution de 1917. La chute du tsarisme et la guerre civile russe bouleversèrent la vie de millions de personnes. Pour Vatoutine, alors âgé de 16 ans, cette période était synonyme d'incertitude, mais aussi d'opportunité. En 1920, à seulement 19 ans, il prit la décision qui allait sceller son destin, rejoindre l'armée rouge. L'armée rouge, en 1920, était en pleine tourmente. La guerre civile opposait les bolcheviks aux armées blanches, aux interventions étrangères et à une multitude de mouvements régionaux. Nikolaï Vatoutine s'engagea à un moment où la victoire du communisme n'était pas encore assurée. Mais ce jeune paysan, fraîchement enrôlé, fit rapidement preuve de courage et de détermination. Durant les dernières années du conflit, Vatoutine servit dans des unités d'infanterie, affrontant une grande diversité d'ennemis. Il était jeune, inexpérimenté, mais audacieux. Son aptitude à prendre des décisions rapides et efficaces sur le champ de bataille attira l'attention de ses supérieurs. Bien qu'il n'occupât pas encore un rang élevé, il commença à démontrer les qualités de commandement qui allèrent le définir dans les années à venir. Après la guerre civile, Nikolaï choisit de ne pas quitter l'armée. Au contraire, il chercha à perfectionner ses compétences. En 1926, il intégra la prestigieuse Académie militaire Frunze, un centre de formation destiné aux futurs cadres de l'armée rouge. Ce fut un tournant majeur dans sa vie. À l'Académie, Vatoutine se démarqua non seulement par sa discipline, mais aussi par son esprit stratégique. Étudiant méthodique, travailleur et curieux, il se spécialisa dans les tactiques de guerre mécanisées, un domaine émergent qui allait révolutionner l'art de la guerre. Mais au-delà de la théorie, ce qui le distingua vraiment fut sa capacité à relier la stratégie à la réalité du terrain, un talent rare parmi ses camarades. En 1934, diplômé avec les honneurs, Vatoutine mit immédiatement en application son apprentissage. Il fut affecté à des postes en régions frontalières où la stabilité de l'Union soviétique était encore fragile. Il participa à des opérations de pacification dans des zones de tension, démontrant non seulement du courage, mais aussi une remarquable capacité à planifier des opérations complexes. Alors que les années 1930 avançaient, l'Union soviétique faisait face à des défis internes et externes. Pour Vatoutine, cela signifiait de nouvelles opportunités de prouver sa valeur. En 1937, il fut affecté à l'état-major de l'armée rouge, un poste qui lui permit d'interagir avec l'élite militaire soviétique
et de prendre part à l'élaboration de stratégies à grande échelle. À cette époque, Vatoutine gagna le respect de ses collègues grâce à son approche novatrice. Il croyait fermement en la modernisation de l'armée, notamment par le développement des forces mécanisées et l'utilisation des chars dans les opérations combinées. Sa vision le plaça à l'avant-garde de la doctrine militaire soviétique. Mais ces années furent aussi dangereuses. Les purges staliniennes faisaient rage, et des centaines d'officiers de l'armée rouge furent exécutés ou emprisonnés sous prétexte de trahison. Vatoutine, malgré son ascension fulgurante, n'était pas totalement à l'abri. Cependant, sa loyauté au parti et son habileté à éviter les controverses lui permirent de survivre et de poursuivre son ascension. En 1938, Nikolai Vatoutine était déjà une figure prominente au sein de l'armée rouge. De simple jeune paysan de Tchepougino, il était devenu l'un des stratèges les plus prometteurs de sa génération. Mais les plus grands défis étaient encore à venir. L'Europe était au bord de la guerre et l'Union soviétique avait besoin de leaders visionnaires capables de s'adapter aux défis du XXe siècle. Deuxième partie, ascension et invasion allemande. Après des années de dévotion et d'études au sein de l'armée rouge, Nikolai Vatoutine commença à recevoir la reconnaissance qu'il méritait. En 1939, il fut nommé chef des opérations du district militaire de Kiev, un poste qui le plaça à la tête de l'une des régions stratégiques les plus importantes de l'Union soviétique. Kiev n'était pas seulement une ville historique, mais aussi un bastion militaire crucial sur les frontières occidentales de l'URSS, une région qui allait bientôt devenir le théâtre d'affrontements décisifs. À ce poste, Vatoutine ne se contenta pas de superviser les défenses de la région. Il se fit rapidement remarquer pour ses capacités organisationnelles et son approche novatrice en matière de planification militaire. Ses supérieurs discernèrent son talent, et en peu de temps, il fut convoqué à Moscou pour intégrer l'état-major général, un cercle réservé aux esprits les plus brillants de l'armée rouge. Pour Vatoutine, cette promotion n'était pas seulement une reconnaissance, mais aussi une occasion de prouver ses compétences en tant que stratège. Dans un contexte où l'Europe se préparait à la guerre, il travailla sans relâche à la planification des opérations militaires, concevant des stratégies pour protéger les frontières soviétiques et assurer la préparation de l'armée face à d'éventuels conflits. En septembre 1939, le monde fut témoin d'un événement qui allait bouleverser l'histoire: l'invasion de la Pologne. Dans une action coordonnée, l'Allemagne nazie attaqua depuis l'Ouest, tandis que l'Union soviétique, conformément au pacte Ribbentrop-Molotov, avança depuis l'Est. Nikolai Vatoutine fut l'un des principaux responsables de la planification et de la supervision de l'occupation soviétique de la Pologne orientale. L'opération, bien que rapide et efficace, ne fut pas exempte de défis. Vatoutine travailla en étroite collaboration avec les commandants sur le terrain pour garantir que la mobilisation des troupes et l'occupation se déroulent de manière ordonnée. Cet épisode marqua l'une des premières grandes démonstrations de ses capacités d'organisateur. Toutefois, il signa également le début d'une série de tensions entre l'URSS et le reste de l'Europe. Quelques mois plus tard, en novembre 1939, l'Union soviétique dut affronter un nouveau défi: la guerre d'hiver contre la Finlande. Dans ce conflit, Vatoutine joua un rôle essentiel dans la planification des opérations visant à percer les défenses finlandaises de la ligne Mannerheim. Bien que cette campagne fût bien plus difficile que prévu pour l'armée rouge, Vatoutine fit preuve d'une grande capacité d'adaptation aux conditions adverses, proposant des stratégies innovantes qui contribuèrent finalement à la victoire soviétique. Cependant, les leçons de la guerre d'hiver furent amères. L'URSS paya un lourd tribut en vies humaines, et les performances de l'armée rouge mirent en lumière de graves lacunes, notamment un manque de coordination et de leadership. Vatoutine prit ces enseignements comme un avertissement, conscient que le véritable défi restait à venir. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa, une invasion massive visant à anéantir l'Union soviétique en quelques mois. 3 millions de soldats allemands franchirent la frontière, soutenus par des milliers de chars et d'avions. Ce fut un choc dévastateur, et les défenses soviétiques vacillèrent sous l'impact de l'assaut. Nikolai Vatoutine, désormais en position de commandement au sein de l'état-major général, fut chargé de coordonner la riposte soviétique.
Dès le premier jour, il travailla sans relâche pour organiser les défenses et mobiliser les troupes, dans une tentative désespérée de stopper l'avancée allemande. La tâche était titanesque. Les forces soviétiques étaient mal préparées et mal organisées, mais Vatoutine refusa d'abandonner. L'un des moments les plus critiques survint dans les premiers jours de l'invasion, lorsque les troupes allemandes avancèrent rapidement vers Kiev, une ville que Vatoutine connaissait parfaitement. Depuis Moscou, il contribua à concevoir des stratégies pour renforcer les défenses et organiser des contre-attaques. Bien que la situation fût désespérée, son travail fut crucial pour ralentir la progression allemande, donnant ainsi à l'URSS le temps nécessaire pour réorganiser ses forces. Vatoutine joua également un rôle clé dans la coordination de l'évacuation industrielle vers l'Est, une initiative essentielle pour maintenir la capacité de production militaire soviétique durant la guerre. Son approche méthodique et sa capacité à gérer les crises firent de lui un acteur incontournable dans ces premiers jours sombres du conflit. Malgré les efforts titanesques de Vatoutine et de ses homologues, l'armée rouge subit de lourdes défaites en 1941. Kiev tomba en septembre et les Allemands avancèrent jusqu'aux portes de Moscou, mais la lutte était loin d'être terminée. Pour Vatoutine, ces mois furent un tournant décisif. Bien que les pertes soviétiques aient été catastrophiques, il apprit des leçons cruciales sur la manière de combattre un ennemi aussi puissant que la Wehrmacht. Entre 1939 et 1941, Nikolaï Vatoutine passa du statut d'officier prometteur à celui de l'un des chefs militaires les plus influents de l'armée rouge. De l'invasion de la Pologne au jour désespéré de l'opération Barbarossa, il démontra une capacité inébranlable à s'adapter, à diriger et à résister dans les circonstances les plus extrêmes. Troisième partie, contre-offensive soviétique et bataille de Stalingrad. En 1942, la situation sur le front de l'Est était critique. La Wehrmacht allemande avançait vers le Caucase, tandis que Stalingrad, ville stratégique sur les rives de la Volga, était au bord de l'effondrement. Les combats rue par rue avaient transformé la ville en un véritable enfer. Pendant ce temps, à Moscou, le haut commandement soviétique préparait une contre-offensive décisive. Parmi les stratèges impliqués se trouvait Nikolaï Vatoutine, qui s'était illustré dans les mois précédents et venait d'être nommé commandant du front du Sud-Ouest. Vatoutine prit ses fonctions à un moment de tension extrême. Ses ordres étaient clairs: coordonner la défense du flanc sud de Stalingrad et préparer une offensive capable de renverser le cours de la guerre. Pour ce faire, il travailla en étroite collaboration avec Gueorgui Zhukov et Alexandre Vassilievski, élaborant une opération qui resterait dans l'histoire militaire soviétique comme l'une des plus audacieuses et efficaces, l'opération Uranus. Le 19 novembre 1942, les canons soviétiques ouvrirent le feu, marquant le début de l'opération Uranus. La stratégie de Vatoutine était claire: lancer une attaque simultanée depuis le nord et le sud pour encercler la 6e armée allemande, commandée par Friedrich Paulus, piégée à Stalingrad. Cette manœuvre audacieuse nécessitait une coordination impeccable, ainsi qu'un haut niveau de discrétion et d'effet de surprise. Vatoutine supervisa personnellement l'avancée des troupes du front du Sud-Ouest. Dans des conditions hivernales extrêmes, les soldats soviétiques avancèrent contre les positions allemandes et roumaines, qui défendaient les flancs de Stalingrad. Ces unités, moins équipées et plus vulnérables, ne purent résister à l'assaut soviétique. En quelques jours, les forces de l'Axe commencèrent à battre en retraite. Et le 23 novembre, les troupes soviétiques venues du nord et du sud se rejoignirent à Kalach-sur-le-Don, refermant ainsi l'encerclement sur plus de 300 000 soldats allemands. L'encerclement de Stalingrad fut un coup dévastateur pour l'Allemagne. Tandis que Paulus et ses hommes tentaient désespérément de survivre, Vatoutine et ses collègues du haut commandement soviétique travaillaient à consolider leur avantage. L'opération ne fut pas seulement une démonstration du génie stratégique de Vatoutine, mais aussi un tournant majeur dans la guerre. Pour la première fois, la puissante Wehrmacht subissait une défaite décisive. Après la victoire de Stalingrad, Vatoutine reçut la reconnaissance officielle de Staline. L'opération avait été un triomphe total, et son nom résonnait désormais dans les couloirs du Kremlin comme celui d'un stratège brillant et fiable.
Mais il n'y avait pas de répit possible. La guerre continuait, et l'armée rouge devait maintenir une pression constante sur les forces allemandes. En 1943, Vatoutine fut envoyé mener de nouvelles opérations en Ukraine, où les combats autour du Don et de la ville de Kharkov s'intensifièrent. Dans ces batailles, il se retrouva face à un adversaire redoutable, Erich von Manstein, l'un des plus brillants commandants de la Wehrmacht. Malgré les avancées significatives de l'armée rouge, les contre-offensives de Manstein constituèrent un défi de taille. À Kharkov, les troupes soviétiques subirent un revers temporaire, lorsque les forces de Manstein lancèrent une contre-attaque surprise. Cet épisode démontra que, malgré le tournant de la guerre, les Allemands restaient un ennemi dangereux et capable d'adaptation. Pour Vatoutine, ces épreuves renforcèrent l'importance d'une planification méticuleuse et d'une coordination sans faille sur le champ de bataille. Mais malgré ces difficultés, Vatoutine n'oublia jamais l'objectif final: expulser les envahisseurs allemands du sol soviétique. Son leadership dans ces mois cruciaux permit à l'armée rouge de consolider son avance et de préparer le terrain pour de futures victoires, notamment à Koursk et au-delà. La bataille de Stalingrad et les opérations qui suivirent autour du Don et de Kharkov furent des moments déterminants dans la carrière de Nikolaï Vatoutine. Sa capacité à commander dans des conditions extrêmes, son audace stratégique et son engagement total envers la victoire firent de lui une figure clé dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Quatrième partie, bataille de Koursk et libération de l'Ukraine. À l'été 1943, les vastes plaines de Koursk devinrent l'épicentre de l'une des batailles les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite allemande à Stalingrad, Hitler cherchait à reprendre l'initiative. Le plan allemand, connu sous le nom d'opération Zitadelle, visait à couper le saillant de Koursk, piégeant ainsi des centaines de milliers de soldats soviétiques. Cependant, le commandement soviétique, avec Nikolaï Vatoutine comme acteur clé, était déjà préparé. À la tête du front de Voronej, Vatoutine joua un rôle central dans la planification et l'exécution des défenses soviétiques. Grâce à un vaste réseau de tranchées, de fortifications anti-chars et de champs de mines, l'armée rouge transforma la région en un piège mortel pour les divisions panzer allemandes. Le 5 juillet 1943, la bataille commença dans un fracas assourdissant. Pendant des semaines, les forces allemandes lancèrent des assauts furieux, mobilisant toute la puissance de leurs machines de guerre. À Prokhorovka eut lieu la plus grande bataille de chars de l'histoire, où Vatoutine supervisa personnellement les manœuvres décisives qui stoppèrent l'avancée allemande. Finalement, l'opération Zitadelle s'effondra. La bataille de Koursk ne marqua pas seulement la défaite définitive de la Wehrmacht sur le front de l'Est, mais elle permit également aux Soviétiques de prendre l'initiative stratégique. Vatoutine, aux côtés de ses collègues, avait assuré une victoire qui allait changer le cours de la guerre. Avec la victoire de Koursk, l'armée rouge entama son avancée vers l'ouest. Pour Vatoutine, l'objectif suivant était la libération de l'Ukraine, une région ravagée par l'occupation allemande et cruciale dans les plans soviétiques de reprise du contrôle territorial. En octobre 1943, Vatoutine prit le commandement du premier front ukrainien, dirigeant une offensive massive contre des défenses allemandes bien établies. La lutte pour l'Ukraine ne se limitait pas seulement à une question militaire. Elle était aussi un symbole de la résilience soviétique. Chaque ville libérée, chaque pont sécurisé, représentait un pas de plus vers la victoire. L'un des moments les plus critiques survint au fleuve Dniepr. L'armée rouge devait franchir cet immense obstacle naturel pour avancer vers Kiev, la capitale ukrainienne. Vatoutine supervisa personnellement les opérations visant à s'emparer des ponts stratégiques, bravant les bombardements constants et les défenses allemandes impitoyables. Malgré les difficultés, les soldats soviétiques réussirent à établir des têtes de pont, ouvrant ainsi la voie vers la libération de Kiev. Le 6 novembre 1943, Kiev fut enfin libérée. Pour Vatoutine et l'armée rouge, ce fut un triomphe absolu. La capitale ukrainienne, symbole de résistance et de lutte, avait été reprise après des années d'occupation nazie. La victoire à Kiev consolida la réputation de Vatoutine
en tant que l'un des plus grands commandants soviétiques. Mais la guerre était loin d'être terminée. Dans les mois suivants, Vatoutine mena de nouvelles offensives pour libérer d'autres villes clés en Ukraine, affrontant une résistance acharnée de la Wehrmacht, tout en sécurisant le contrôle soviétique de la région. Cependant, ces victoires eurent un prix. Les pertes soviétiques furent immenses, et les défis logistiques liés à un front aussi étendu représentaient une épreuve constante. Pourtant, Vatoutine ne recula jamais, porté par sa détermination à chasser les envahisseurs de sa terre natale. Pour Vatoutine, la libération de l'Ukraine n'était pas qu'une victoire militaire, mais aussi une victoire personnelle. Né dans l'Empire russe, il commandait désormais des hommes luttant pour libérer leur patrie d'une des occupations les plus brutales de l'histoire. Son leadership durant ces mois décisifs laissa une empreinte indélébile dans l'histoire soviétique. La bataille de Koursk et la libération de l'Ukraine furent les sommets de la carrière de Nikolaï Vatoutine. Avec une combinaison d'audace stratégique, de leadership inébranlable et de sacrifices personnels, Vatoutine ne se contenta pas seulement de vaincre la Wehrmacht, il prépara aussi le terrain pour les victoires qui allaient suivre en Europe de l'Est. 5e partie, dernière campagne et mort tragique. Après les victoires décisives à Koursk, Stalingrad et en Ukraine, l'armée rouge était prête pour une nouvelle phase de la guerre. L'objectif était clair, libérer les territoires occupés par les nazis en Europe de l'Est et porter la guerre au cœur de l'Allemagne. Nikolaï Vatoutine, à la tête du premier front ukrainien, joua un rôle crucial dans cette stratégie. Sa mission ? Ouvrir la voie vers la Pologne et au-delà. Vatoutine entama l'année 1944 avec une série de préparatifs méticuleux. Il savait que l'ennemi, bien que fragilisé, restait redoutable. Les troupes allemandes et leurs alliés locaux, notamment les nationalistes ukrainiens de l'UPA, opposaient une résistance féroce. Chaque mouvement de l'armée rouge nécessitait non seulement une force militaire écrasante, mais aussi une précision stratégique qui témoignait de l'expérience de Vatoutine. Sous son commandement, les forces soviétiques traversèrent le Dniepr et poursuivirent leur avancée vers la Pologne. Mais cette campagne différait des précédentes. Les combats ne se limitaient pas au front allemand. Les tensions internes dans les territoires libérés ajoutaient une complexité supplémentaire. Les partisans nationalistes ukrainiens, en quête d'indépendance vis-à-vis de l'URSS, multiplièrent les embuscades et attaques contre les troupes soviétiques, compliquant davantage la mission de Vatoutine. Le 29 février 1944, Vatoutine supervisait des opérations sur le front. Ce jour-là, alors qu'il voyageait avec son escorte dans une zone rurale près de Rivne, en Ukraine, son convoi fut pris en embuscade par des combattants de l'UPA. Les nationalistes ukrainiens, qui avaient lancé une campagne violente contre l'occupation soviétique, saisirent ce moment pour attaquer l'un des commandants les plus influents de l'armée rouge. Dans le chaos de l'embuscade, des tirs éclatèrent depuis les bois environnants. Vatoutine fut touché à la jambe. Bien que son escorte réussit à repousser l'attaque et à l'évacuer, sa blessure s'avéra bien plus grave qu'elle ne le paraissait initialement. Il fut immédiatement transporté dans un hôpital de campagne, où les médecins luttèrent pour lui sauver la vie. Les semaines suivantes furent marquées par l'incertitude. Malgré plusieurs opérations chirurgicales, de graves complications médicales, dont une infection sévère, affaiblirent rapidement son état. Staline, informé personnellement de la situation, ordonna que tout soit mis en œuvre pour sauver Vatoutine. Mais la médecine de guerre de l'époque avait ses limites. Le 15 avril 1944, Nikolaï Vatoutine succomba à ses blessures. Il n'avait que 42 ans. Sa disparition ne fut pas seulement un coup dur pour l'armée rouge, mais aussi pour ses camarades et la population soviétique, qui le considéraient comme un héros dans la lutte contre le fascisme. La mort de Vatoutine marqua la fin de l'une des carrières les plus brillantes et prometteuses de l'armée rouge. Il fut enterré avec les honneurs à Kiev, la ville qu'il avait contribué à libérer quelques mois plus tôt. En reconnaissance de ses exploits et de son sacrifice, il reçut à titre posthume le titre de Héros de l'Union soviétique, l'une des plus hautes distinctions de l'État soviétique. Des monuments et des rues à travers toute l'Union soviétique furent baptisés en son honneur. À Kiev,
Une statue imposante fut érigée à sa mémoire, symbolisant son rôle décisif dans la libération de la ville. Bien que cette statue ait été retirée ces dernières années, en raison des tensions politiques contemporaines, l'héritage de Vatoutine demeure dans les livres d'histoire et dans la mémoire collective de ceux qui reconnaissent sa contribution à la défaite du nazisme. Mais au-delà des monuments, le véritable héritage de Vatoutine réside dans les victoires qu'il a contribué à assurer. Son leadership lors des moments les plus critiques, de Stalingrad à Koursk en passant par la libération de l'Ukraine, fut essentiel pour inverser le cours de la guerre. Mais son destin rappelle également le coût humain de ce conflit, et combien même les plus grands héros restent vulnérables aux tragédies de la guerre. Nikolaï Vatoutine était bien plus qu'un simple commandant militaire. Il était un symbole de la résistance soviétique face à une menace existentielle. Sa mort tragique en 1944 ne ternit en rien son héritage. Au contraire, elle en fait une figure ayant tout sacrifié pour une cause qu'il considérait juste. Dans sa courte vie, il laissa une empreinte indélébile dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas avant de partir de laisser un like, partager et vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle biographie, Frères d'armes.